Bonjour, nous recevons Laurent Bruno, qui est professeur agrégé de sciences économiques et sociales au lycée Barthou. C'est aussi un spécialiste de l'intelligence artificielle dans l'éducation et il travaille notamment au Collège de France, avec le prix Nobel Philippe Aghion, oui. sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'enseignement des SES. Oui, c'est ça. Campus de l'innovation, donc avec Philippe Aghion. Donc c'est un groupe de travail pour réfléchir à l'introduction de l'IA dans les pratiques des enseignants des SES, sciences économiques sociales, et de manière générale de réfléchir un petit peu à l'usage de l'IA autour des SES. Professeur, dites-nous, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est mal ? Il y a un débat, après on peut élargir. Alors de manière générale, il y a une angoisse. Tout le monde a très peur d'intelligence artificielle, on a tous peur parce qu'on voit ce qui va arriver, on se dit, voilà, on a peur pour l'emploi d'un point de vue économique. Mais c'est comme toujours, hein, il y a une phase B, il y a une phase A, donc on a peur de perdre des emplois, mais il y a aussi d'un autre côté, avec l'IA, effectivement des gains de productivité et d'efficacité. Et à long terme, hein, ce que montre la théorie économique, c'est que les gains de productivité et d'efficacité, hein, si on se reporte à l'époque de Louis XIV par exemple, on a bien évolué en efficacité et productivité, et à ce que je sache, le nombre d'emplois a progressé aussi. Donc voilà, c'est des questions un peu angoissantes, parce qu'on voit ce qui disparaît, mais on ne voit pas ce qui apparaît. Et c'est tout le sens du travail de Philippe Aghion sur la destruction créatrice. Donc c'est le même argument autour de l'IA, c'est-à-dire qu'on voit ce qui est détruit, l'emploi est effectivement détruit, là il y a des annonces de destruction d'emplois dans certains secteurs, il y a aussi des créations qu'on ne voit pas et qui sont là. On les voit pas, elles sont où alors ? Parce qu'au début, elles sont là. Ça évolue tous les jours, hein, donc tous les jours vous avez des destructions, des créations d'emplois, hein, ça c'est vraiment une idée qu'il faut avoir en tête. Et les nouveaux emplois se créent dans des secteurs un peu nouveaux. Bon, je vais prendre un exemple tout bête, le secteur des drones. Voilà, alors c'est d'actualité d'un point de vue militaire, ce qui se passe malheureusement dans les pays de l'Est, en Ukraine, mais les drones effectivement ont des applications civiles et vous avez beaucoup de nouvelles activités autour des drones, et il y a encore 5-6 ans, personne n'aurait imaginé ces activités. Ces personnes qui travaillent sur les drones, c'était des informaticiens déjà ? Non, en fait, ce sont des jeunes qui vont se former sur de nouvelles activités. Et les jeunes, évidemment, ils vont aller vers les secteurs qui apparaissent, les secteurs nouveaux. Donc voilà, il y a effectivement de nouvelles activités dans l'environnement, dans les drones, tout un tas de nouvelles technologies auxquelles nous, les anciens, on a un peu de mal à penser. Et donc on ne voit que les métiers anciens qui disparaissent, mais on ne voit pas ces nouvelles activités qui prennent la place quotidiennement. Est-ce que l'intelligence artificielle bouleverse déjà vos rapports avec vos élèves au lycée ? Oui, très clairement. Là, depuis, on a une technologie là, avec l'IA. Là, depuis 2022, la courbe d'adoption est exponentielle. C'est extrêmement rapide. Donc ça ressemble un peu à ce qui s'est passé quand Google est arrivé. Voilà. Donc très vite, quand Google est apparu, il y a une courbe d'adoption en 2-3 ans du service, et là effectivement on est clairement sur du 100% d'utilisation par nos élèves au lycée. Alors ils ne le disent pas, hein, parce qu'il y a du 100% d'utilisation, et quand on demande, il y a du 10% d'utilisation. Parce qu'il y a encore un petit rapport un peu méfiant, ils ont peur d'être accusés de tricherie, etc. autour de l'IA. Ils l'utilisent pour tricher ? Alors ils l'utilisent pour tout. Pour tout, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ce qui se passe depuis 2022, donc l'éruption des chatbots, donc ce qu'on appelle l'IA, qui est une forme spécifique d'intelligence artificielle, donc les LLM qui discutent, depuis un an ou deux, là, les élèves l'utilisent pour tout, en remplacement de pas mal de services qu'ils utilisaient avant. Donc, par exemple, nous, les adultes, on est habitués à travailler sur du web, c'est à faire des recherches web. Quand on a un souci, on a abandonné le dictionnaire papier, ça c'était en l'an 2000, on est passé à Google sur la recherche web. Eux, ils sont déjà directement sur une recherche auprès de leur chatbot. En fait, nous à l'époque, quand on faisait des recherches sur Google, on avait l'impression qu'on allait chercher la bonne info. Le souci de l'intelligence artificielle, la limite, c'est où l'intelligence artificielle va chercher l'info. Sur la question de la fiabilité, on a eu le même type de débat quand Wikipédia est apparu. Il y a eu des discussions sur est-ce que c'est fiable, c'est pas fiable. Et très vite, il est apparu que la production de savoir à l'intérieur de Wikipédia pouvait être acceptable, et puis c'est devenu une norme de qualité. Si on comparait avec des encyclopédies qui existaient faites à la main,
Et finalement, Wikipédia arrive à des résultats et d'aussi bonne qualité. Alors pour ce qui est des chatbots, il y a eu un vrai débat, effectivement, parce qu'au départ, beaucoup de réponses erronées, des choses assez fausses, et donc effectivement, et ça continue encore, il ne faut pas faire confiance à 100% aux IA, mais j'ai envie de dire, c'est pareil pour toutes les sources informatiques, mais bon, ça s'est quand même beaucoup amélioré. Voilà. Donc ça, c'est sur la fiabilité des informations. Il faut comprendre que les chatbots sont entraînés sur des masses de plus en plus énormes d'informations, donc en fait, ils ne sont que le reflet de ce que la société dans son ensemble produit. Et donc s'il y a une erreur massive, elle va être reproduite. C'est statistique. Voilà. Mais justement, comment vous pouvez, puisque vous essayez d'appliquer l'intelligence artificielle à votre matière, comment vous expliquez à vos élèves comment aller utiliser la bonne info en fait? Qu'est-ce qu'une bonne info aujourd'hui? Voilà. Parce que la source même de l'information aujourd'hui est totalement biaisée. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'informations totalement fausses. Ce qu'on appelle les fake news, tout ça. Avec l'irruption de l'IA, on a la capacité aujourd'hui à altérer l'information, mais vraiment à la source. C'est-à-dire que qu'est-ce qui prouve qu'un événement a eu lieu? On a des archives, les historiens disent il y a des archives, il y a des repères, il y a des signaux. Maintenant, on a un temps présent qui est pollué par une production de fausses archives. Des images fausses, des vidéos fausses, des textes faux, des citations fausses. Le seul moyen qui reste, c'est de faire fonctionner sa matière grise et essayer de développer le sens critique chez les élèves. Je crois que c'est le grand défi aujourd'hui, c'est comment arriver à développer chez les élèves une approche critique, c'est-à-dire essayer de peser le pour, le contre, de vérifier, de croiser, ce que font un peu les journalistes, normalement. Normalement, les journalistes croisent les infos et les élèves aujourd'hui doivent adopter ce comportement. Quand vous leur dites, je ne sais pas, utiliser l'intelligence artificielle pour faire une fiche oui. Vous leur dites il vaut mieux aller voir tel support, il vaut mieux utiliser tel IA, il vaut mieux... Sur ce qui est de la recherche documentaire propre, il ne faut pas s'interdire d'utiliser l'avantage de l'IA. C'est-à-dire que l'IA a une capacité à récupérer de l'information de diverses sources, à les agréger, à les présenter de manière digeste. Donc c'est un gain important. Ce qu'il faut arriver à faire en sorte, c'est que les élèves s'approprient l'outil, mais comme un outil, mais qui les aide sur un chemin vers le savoir, la compréhension, et pas comme un outil qui leur donne des résultats clés en main. Et ça, c'est pas facile. Voilà, c'est ça me semble. En tout cas, dans le domaine de l'éducation, il me semble que le débat, c'est arriver à faire émerger chez l'élève l'idée que le chatbot qu'ils utilisent quotidiennement ne doit pas leur donner les réponses immédiates à l'exercice, mais leur donner des conseils, des aides pour améliorer leur propre production. Donc il faut qu'ils aient une certaine façon de penser différente aujourd'hui. Ne pas s'interdire d'utiliser l'IA parce que c'est inévitable. Tout le monde l'utilise. Il faut avoir son cours, son livre, son prof. Oui, oui. Je veux dire, là il y a une angoisse, comme dans tous les métiers, chez les profs aussi. On a très peur, on se dit on va être remplacé. Moi aussi, je me lève le matin, je me dis bon. Et quand je regarde ce que je fais et que je regarde ce que me propose l'IA, et de manière beaucoup plus efficace, je me pose des questions. Et bon, en fait, il faut arriver à se redonner un peu confiance, c'est-à-dire que les profs sont quand même utiles dans le processus d'apprentissage. C'est ça qu'il faut arriver à enregistrer. Et les élèves sont demandeurs, parce que finalement, dans notre société aujourd'hui, les élèves sont soumis à une pression énorme, des tentations de tous les côtés. Ils ont des jeux vidéo développés par des spécialistes pour capturer leur attention, donc leur enlever du temps physiologique, du temps d'étude, du temps de réflexion. Et nous, l'école, on joue pas à armes égales. C'est-à-dire que face à un jeu comme Clash Royale, j'ai peu d'atouts à mettre en avant. Je suis moins séduisant, moins attractif. Voilà. Et donc il faut arriver à les amener à travailler sur un chemin. En gros, l'idée, c'est que ils sont à un âge, les élèves, où ils construisent leur vision du monde, ils apprennent des choses, alors que nous, on a déjà appris, donc on est peut-être un peu plus blindé par rapport aux tentations, mais quand on est jeune enfant ou adolescent, comment on résiste aux tentations? Ça, c'est notre rôle, c'est de leur montrer que parfois, il vaut mieux traverser un chemin, échouer plusieurs fois, et puis avoir la satisfaction d'avoir réussi un chemin vers un savoir et avoir appris quelque chose, que de demander tout de suite la solution. Et ça, c'est pas facile. Concrètement, comment aujourd'hui vous dites à vos élèves d'utiliser l'IA? Comme ça. Vraiment, moi je conçois ma mission
J'ai pas un a priori négatif sur l'IA. Eux ont très peur parce qu'ils me masquent la réalité, ils me disent non, non, on n'utilise pas l'IA, hein, promis, juré. En fait, ils l'utilisent. Moi, je leur dis, vous pouvez utiliser l'IA, on n'a pas le choix, c'est quelque chose d'incontournable, mais essayez de l'utiliser de manière complémentaire, de manière intelligente en fait. Je leur dis souvent, par exemple, quand vous faites venir un professeur pour un cours particulier, ça arrive, hein, pour vous donner des conseils, vous aider, vous ne demandez pas au professeur de vous faire les devoirs, ça n'a aucun sens. Le professeur, cours complémentaire, il est là pour aider à comprendre les méthodes, la compréhension, etc. Mais c'est vrai qu'il pourrait aussi corriger, faire les devoirs, mais ça n'a aucun sens. Vous leur conseillez une IA à utiliser? On a un cadre très précis. En informatique et éducation, de manière générale, et le cas des RGPD. Si j'utilise l'IA en classe, il faut que je fasse très attention parce que les services d'IA aujourd'hui ne respectent pas les RGPD, donc je ne dois pas leur demander des comptes personnels, je dois utiliser des versions non loguées. Après, si j'avais des préférences et des conseils, je les oriente logiquement vers des IA souveraines, plutôt françaises, donc comme Mistral. Évidemment, en France. Qui n'est pas la meilleure notée. C'est pas la meilleure, mais bon, on arrive à des standards de qualité quand même. C'est quand même très très performant. Et alors personnellement, vous utilisez laquelle? J'ai plusieurs en fait. Parce que justement, l'un des intérêts des IA, c'est que, et c'est aussi une nouvelle forme d'esprit critique, et j'essaye de l'expliquer aux élèves, une nouvelle forme d'esprit critique qui consiste à relativiser ce que dit l'IA, justement en la mettant en confrontation avec d'autres IA. Et ça, c'est très 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 utile, parce que quand une IA dit blanc, une autre IA va dire gris, et une autre IA va dire noir. Et donc, du coup, les élèves sont confrontés à 3 sources d'information, et c'est là où qu'on fait jouer le sens critique, la réflexion, le recul. Les plus efficaces aujourd'hui de ces IA, c'est des IA payantes. Il y a une offre gratuite, comme toujours, hein, quand une technologie émerge, l'offre est gratuite parce qu'il y a une course à la taille, au réseau, récupérer le maximum d'utilisateurs. Donc oui, il y a un niveau de service gratuit qui est exceptionnel. Mais bon, il ne faut pas se leurrer, dans 1 an ou 2 ans, quand il y aura une courbe d'acceptation massive, ça va devenir payant d'une manière ou d'une autre. Il y a les abonnements, effectivement, qui commencent. Les abonnements vont être de plus en plus lourds. Et puis il y a aussi, bien sûr, OpenAI commence déjà à envisager des publicités. Et ça, c'est très inquiétant parce que du coup, si la publicité rentre dans la réponse, un peu comme a fait Google sur les résultats de recherche sponsorisés, là, le travail des professeurs va être encore plus ardu parce qu'il va falloir apprendre à distinguer dans des réponses de l'IA des réponses fausses, mais volontairement fausses. Alors là, c'est encore un autre débat. Non, mais c'est bien, le métier de prof n'est pas mort. Ah ben non. Mais voilà, je suis comme tout le monde inquiet. Hein. Je suis comme tout le monde inquiet. Ceci dit, finalement, l'un des intérêts du prof, c'est de fournir un cadre et une espèce de contrainte aux élèves, et cette contrainte, elle est utile à mon avis. C'est-à-dire que spontanément, moi le premier, je vais être honnête, hein, spontanément, je suis attiré par des choses faciles. Voilà. Et c'est seulement quand mon administration, ma direction m'oblige à faire des choses que je le fais. Et je pense que je ne suis peut-être pas le seul à fonctionner comme ça. Et finalement, parfois, je suis très content d'avoir fait ce que l'administration m'a obligé à faire. Et donc, j'ai l'impression que pour les élèves, c'est pareil. Ils n'aiment pas, ils râlent quand on leur demande du travail, mais une fois qu'ils l'ont fait, ils sont contents. Parce que sinon, ils ne l'auraient pas fait. Parce que s'ils se laissent aller, et aujourd'hui, dans ce monde de tentation numérique, c'est pas facile pour eux, hein, franchement. Hein, la nouvelle génération subit un déferlement de tentation numérique que nous, on n'a pas connu. Sur le site du Collège de France, vous avez fait des petites vidéos, notamment à destination des profs, mais il y en a aussi un pour les élèves, où vous leur indiquez comment bien faire un prompt pour interroger l'intelligence artificielle. Et voilà, vous avez 3 règles. Oui, on met en place des petits conseils pour les élèves, pour leur permettre de bien utiliser l'outil. Et une des règles de base, pour parler avec... Aujourd'hui, il faut savoir parler à l'IA, c'est clair. Ça, c'est vraiment une compétence moderne incontournable. Donc, il y a plusieurs solutions. Moi, je préconise une solution très simple qui s'appelle RCT. Vous donnez un rôle à la machine, un contexte et une tâche. C'est-à-dire que plutôt que de lui demander de faire quelque chose,
je sais pas moi, parle-moi de la Première Guerre mondiale, pourquoi pas. Vous lui dites, tu es historien, je suis élève en première, et parle-moi de la Première Guerre mondiale. Donc là, l'IA va comprendre qu'il faut qu'elle adopte une posture d'enseignant avec des contenus bien ciblés vers l'élève de première et va donner un contenu pédagogiquement fort. Et c'est beaucoup plus efficace, donc RCT, rôle, contexte, tâche, beaucoup plus efficace que d'envoyer une tâche directe. Si vous dites « parle-moi de la Première Guerre mondiale », vous avez l'IA qui va vous parler, je sais pas moi, de la grippe espagnole. En même temps, votre question est très large. Oui. Parlez-moi de la Première Guerre mondiale. Oui, bien sûr. Elle va nous faire... Oui, mais après, justement, elle a déjà ciblé, elle sait dans quel contexte elle est, donc elle va aller chercher des savoirs beaucoup plus pertinents, puisqu'elle va aller chercher des traits de source, puisqu'elle est historien. Et puis ensuite, évidemment, après, il faut affiner la tâche. Et moi, ce que je dis souvent aux élèves, c'est de commencer par une première consigne, et puis ensuite d'adapter la consigne au fur et à mesure, et puis ils ont l'expérience, voilà. Je leur donne aussi des petites astuces, qui sont incroyablement efficaces pour apprendre. C'est pour ça qu'il faut... L'IA, c'est quand même... Enfin, il y a des côtés qui sont quand même assez bluffants. Il faut la dompter. Voilà, c'est ça, il faut... moi, je sais que des fois, je baisse les bras devant la difficulté à expliquer quelque chose à des élèves pour lesquels ça ne rentre pas. L'élève, il ne comprend pas la notion que je vais expliquer. Et là, l'IA est extrêmement utile parce qu'elle est capable d'adapter son niveau d'explication et d'utiliser des métaphores et des analogies que je n'ai pas forcément. C'est-à-dire qu'elle a un stock de métaphores, d'idées pour expliquer les choses. Et j'ai eu beaucoup d'élèves qui ont eu des déclics grâce à des explications pédagogiques de la machine. Et il faut reconnaître que voilà, c'est efficace. Ça veut dire que vous utilisez l'IA avant le cours pour préparer le cours et pour vous adapter parce que vous savez que vous avez un élève... Alors, je peux faire ça, bien sûr, c'est un outil, ça peut être un outil, mais on peut aussi former les élèves à une utilisation intelligente de l'IA. Par exemple, vous êtes un élève de lycée, vous ne comprenez pas une notion, vous dites tu es professeur de ceci, je suis élève, j'ai 14 ans, ou j'ai 10 ans, ou j'ai 5 ans, et en fait, en disant ces différents âges, l'IA va adapter son niveau d'explication. Et ensuite, l'élève peut remonter ou descendre dans les niveaux de difficulté et ça a débloqué pas mal d'élèves. Puis c'est très ludique en fait. Donc ça veut dire que l'IA vous permet d'adapter votre propre enseignement. Oui, puisque j'explique des choses, des fois je sais que je ne suis pas parfait, hein, comme tout le monde, il y a des choses qui sont mal expliquées. J'explique d'une autre manière, donc quand on a un groupe d'élèves, 35 élèves, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, donc il y a des élèves qui ne comprennent pas de la manière dont j'ai dit, je modifie, je change. Et je n'ai pas la capacité comme une IA de m'adapter aux 35 profils individuels. C'est ce que peut faire l'IA, c'est un des atouts possibles. Encore, il faut effectivement l'utiliser de manière intelligente. Mais alors avec l'IA, est-ce qu'on ne risque pas de devenir complètement con ? Ah, c'est une vraie crainte. Voilà, c'est une vraie crainte. Et donc justement, peut-être que y a un courant de pensée qui se développe là-dessus. Peut-être que justement c'est une manière de redonner un rôle important à l'éducation. Peut-être notre rôle c'est d'expliquer aux élèves comment fonctionne l'IA et comment fonctionne le cerveau, comment on apprend les choses. Et il y a ceux qui savent comment fonctionne le cerveau et qui vont comprendre comment utiliser l'IA de manière prudente, raisonnée, efficace. Et puis ceux qui ne comprennent pas comment fonctionne le cerveau parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas et qui vont tomber dans tous les pièges. Et oui, il y a un risque parce que si on utilise l'IA de manière totalement utilitariste, fais-moi ceci, fais-moi cela, on ne sait plus. On a des exemples frappants. Je vais prendre un exemple, il fut un temps, je m'en souviens très bien, où pour chercher un chemin ou une route, j'utilisais une carte papier. C'est un truc que je conserve religieusement au fond de mon garage. Une carte, voilà, une carte. Et si vous présentez une carte à des gens aujourd'hui, vous avez des jeunes d'aujourd'hui qui sont incapables de se servir d'une carte. Et même moi, j'ai du mal. Je regarde la carte et je dis oui, effectivement, parce que je suis passé à Google Maps. Je ne sais pas trop comment mettre la carte. Et je suis passé à Google Maps et j'ai perdu, clairement, une compétence. J'ai délégué une compétence. Alors, si on extrapole et qu'on délègue toutes les compétences intellectuelles qu'on faisait dans la vie pratique, effectivement, il y a un risque très fort. Il faut en avoir conscience. Je crois que la clé, c'est avoir conscience du risque
Et si on a conscience du risque, on peut trouver des solutions. Peut-être. Aux élèves de terminale et à leurs parents, est-ce Oui. que vous conseillerez l'IA pour s'en sortir avec Parcoursup? Ouais, bon, alors là, vous avez un exemple d'utilisation utilitariste. Parce que dans Parcoursup, il y a par exemple une angoisse pour les élèves, c'est la fameuse lettre de motivation. Et la plupart des élèves font rédiger une lettre de motivation par l'IA. Donc ça aboutit à une certaine standardisation des contenus, mais ça se repère. Alors c'est pas un bon usage. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est que l'élève doit faire sa lettre de motivation et ensuite la faire corriger, amender par l'IA. Vous voyez ? Ça serait la bonne démarche. On fait d'abord une production et ça donne vraiment un leitmotiv. Une nouvelle façon d'utiliser l'IA aujourd'hui, c'est, semble-t-il, après il faut discuter, c'est d'abord faire quelque chose, demander à l'IA ce qui ne va pas, rectifier, redemander à l'IA, voilà, c'est une sorte d'itération du dialogue et on arrive à quelque chose d'efficace. C'est comme ça qu'on apprend. Parce que si on demande tout de suite une lettre de motivation clé en main, l'IA va faire un truc très bien. Mais voilà, absolument pas personnalisé. Alors sur Parcoursup, oui, l'IA peut aider en faisant aussi le tri dans les formations. Le tri, Mais vous ne le conseillez pas, là, visiblement. Si, parce que le labyrinthe existe. Le labyrinthe existe. Et de certaine manière, et je suis prof de SES, donc il faut avoir conscience des inégalités. Tout le monde n'a pas les mêmes niveaux d'information sur les formations. Et cette inégalité qui est relevée des groupes sociaux, des classes sociales, l'IA permet de remettre à égalité. De la même manière que les cours particuliers, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir des cours particuliers. Si on sait utiliser l'IA de manière intelligente et efficace, en complémentarité, il y a aussi un relèvement des chances. Donc on peut aussi avoir une approche de ce point de vue-là, c'est-à-dire une espèce d'égalité des chances grâce à l'IA. Alors tout à l'heure, vous parlez de la révolution dans votre métier. Oui. J'ai compris qu'aujourd'hui, les IA étaient très fortes pour corriger les copies. Oui. Oui. Ce qui est quand même une grosse partie du boulot de prof. Oui. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, des profs corrigent avec l'IA, sans doute peut-être 100%, mais seulement 10% le disent? Oui, non, mais en fait, oui. À un moment donné, là aussi, il y a un principe de réalité. C'est-à-dire que quand vous avez 35 copies à corriger, à rendre dans un délai raisonnable, si vous passez du temps à corriger la copie et que vous voulez mettre tout ce que vous avez à mettre, vous allez passer 3 heures ou 4 heures par copie. Ça n'a pas de sens, on ne peut pas. Donc on met quelques annotations et on donne une correction globale pour tout le monde avec des conseils généraux. Là encore, l'IA apporte quelque chose, clairement. C'est-à-dire que si l'élève a un rapport détaillé avec ce qui ne va pas et ce qu'il doit améliorer et ce qu'il peut faire pour améliorer, on gagne un temps fou. Je vais prendre un parallèle. Quand vous êtes malade et vous allez voir le médecin il fait un examen et puis après il vous fait un diagnostic personnalisé. Et il va vous dire, voilà, vous avez ça qui ne va pas et on va faire ça. Nous, les enseignants, ça peut être un peu la même démarche, sauf qu'on n'a pas un patient en face de nous dans le moment instant T, on en a 35. Comment on fait? Mais vous faites comme ce que vous dites aux élèves, c'est-à-dire que vous allez demander à l'IA de vous aider pour corriger la copie, mais vous regardez quand même la copie. Mais bien sûr, parce que c'est... Non, mais la correction, c'est aussi une manière d'avoir cette relation personnelle avec l'élève. Donc il y a cet aspect important, c'est-à-dire on veut savoir ne serait-ce que ce qu'il a écrit, comment il a écrit, voilà, et on voit immédiatement les types d'erreurs qui arrivent. Mais oui, je ne m'interdis pas d'utiliser l'IA pour donner un rapport complémentaire. En fait, clairement, ce que je leur dis, c'est que je fais une correction, ils ont une note, ils ont une appréciation, et après, eux-mêmes doivent faire une deuxième correction personnalisée après. Et ils obtiennent un rapport, et moi, ce que je demande, c'est que la fois d'après, on regarde s'ils ont appliqué ce que je leur ai dit de faire et ce que l'IA leur a conseillé de faire. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'éducation nationale, le mammouth, oui. prend le sujet de l'IA au sérieux aujourd'hui? Vous êtes très avancé sur le sujet, oui. Visiblement. Est-ce que tous les enseignants... Alors, déjà, il y a une idée un peu reçue sur les enseignants. Voilà, parce que moi, je suis prof de SES, sciences économiques et sociales, et les innovations, les ruptures technologiques, l'économie, la société, on connaît un peu. Et contrairement à ce qu'on croit,
le milieu de l'éducation est un milieu qui est très branché nouvelles technologies. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à croire, mais la pénétration de l'informatique dans l'enseignement et l'éducation a été beaucoup plus rapide que dans beaucoup d'autres secteurs économiques. Il y a beaucoup de secteurs économiques qui ont vraiment eu beaucoup de mal, des activités industrielles, ne serait-ce à un moment donné de passer, par exemple, des activités de secrétariat aux activités avec les logiciels PC type Word. Voilà, donc ça a été très très lent, très très lent. Il y a eu des passages, mais très très lents. Dans le domaine de l'éducation, vous avez un passage très rapide au passage au logiciel OpenOffice, LibreOffice, Word, la suite Office. Les enseignants, naturellement, ont utilisé ces outils très vite. Les PC très vite, puisque c'est un rapport savoir. On a des outils ensuite de gestion de notes, de gestion de classe qui ont été très très vite adoptés. Donc Pronote, dont tous les parents connaissent, je pense. Vous voyez, les élèves surtout, parce qu'ils passent leur vie à regarder leurs notes. Et, oui, je vous remercie d'ailleurs. Voilà. Et donc Pronote, et donc il y a vraiment une avancée. L'IA avec tous les dangers qu'elle suppose pour justement ce monde de l'éducation, oui. Elle est aujourd'hui, elle est clairement adoptée. Non, alors, on a comme je parlais tout à l'heure de Wikipédia, on a un peu les mêmes réactions. Une réaction de méfiance tout à fait légitime, parce que il y a quand même une remise en cause du savoir qui peut être proposé par les enseignants. Et puis peu à peu, il y a une adoption progressive. Mais évidemment, c'est toujours le même schéma. C'est-à-dire que l'enseignant, il apporte quand même une expertise, une caution, vérifie, un recul, un sens critique. Donc oui, il y a des enseignants qui utilisent, voilà, de plus en plus, notamment parce que ça permet d'aller plus vite dans la conception des séances, dans la préparation des activités. D'autres l'utilisent moins dans un premier temps, mais ça ne va pas tarder, parce que ça évolue très très vite. Et puis de toute façon, il y a un fait de réalité, hein, les élèves l'utilisent, donc à un moment donné... alors on ne peut pas être toujours dans une espèce de paranoïa et de dire « ça triche, ça triche, ça triche ». Oui, ça triche, c'est dans un premier temps, comme toute nouvelle technologie, il y a un usage utilitariste. Et puis peu à peu, il y a un usage plus intelligent. Donc c'est en train d'être... voilà. C'est 2022, on est en 2026. Les LLM, c'est-à-dire l'IA de maintenant, on arrive quand même peut-être à une petite maturité et petit à petit dans l'éducation c'est utilisé et beaucoup plus que dans d'autres secteurs industriels et économiques, clairement. Merci beaucoup Laurent Bruno d'avoir répondu à toutes mes questions. Oui, mais merci à vous. Hein. Donc c'est l'occasion de parler un petit peu d'IA. Alors je précise, hein, vraiment, j'ai parfaitement conscience des angoisses, des peurs qu'il y a autour de l'IA, mais il faut aussi parler des possibilités, des ouvertures. Le message doit être nuancé. On a envie de dire que l'IA n'est qu'un outil, mais il faut savoir s'en servir correctement.